Joël Dicker, bonjour. Bonjour. La nouvelle a marqué la rentrée. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, adaptée en série par Jean-Jacques Hano. Alors, vous passez après Umberto Eco, Le nom de la rose, après Marguerite Duras, Oui, L'amant. C'est pas mal, c'est fou, c'est beau. hein. Et je crois que ce que Jean-Jacques est en train de faire va être une très belle série. Pas parce que c'est mon livre, mais parce que voilà, j'ai vu les premières images qui sont très belles. Il y a la poésie du livre, il y a le livre lui-même, parce qu'il a vraiment il a coupé la série comme le scénario du livre. Donc il y a toute la construction du livre qui est là. 500 heures, il y a quelque chose, une consécration. L'aventure de ce livre depuis 2012 est déjà tellement hors norme. Maintenant, le fait de le voir en À série l'écran. télévisée, 500 minutes. 500 500 minutes, heures, ça serait pardon. vraiment très long. 500 minutes, oui. 500 minutes, donc 10 épisodes de 50 Ouais. minutes. Et c'est ce que les Américains appellent un méga film, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est réalisé comme un film, c'est découpé comme un film. Toute la partie de la facture est un film. Simplement, il est divisé ensuite en épisodes à la façon d'une série télé, mais il n'est pas tourné par bloc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça donne quelque chose de très particulier parce qu'on a le temps de faire des très belles images et la photographie est très très belle. Alors, pourquoi lui, pourquoi vous, pourquoi Hano et vous, comment ça s'est fait? Anno arrive, je crois, à la proposition 91 ou 92, Ouais. et les 91 précédentes sont écartées par Bernard de Fallois qui n'est pas convaincu. Et il y a eu Qui des étaient les moments. recalés, les refusés? On va pas donner Avec de nom pour quelques-uns. avec ces personnes, mais il y a eu des propositions de Hollywood déjà Ouais. très importantes, de réalisateurs très importants, de sommes très importantes Ouais. aussi. Donc il y avait des choses. Spielberg? Spielberg avec DreamWorks, De Fallois lui dit, ou lui fait dire, si vous êtes intéressé, vous devez venir à Paris, déjeuner avec moi. Ouais. Alors on lui dit, ah, mais Spielberg est très occupé, vous comprenez, venir à Paris, manger avec vous, c'est compliqué. Ouais. Il dit, s'il vient pas, c'est que ça ne l'intéresse pas. Et il a raison. Refuser Spielberg, c'est la classe. Mais c'est pas la classe, ça veut C'est dire pas que mal, c'est assez rare, pas disons, mal. c'est rare. Mais Bernard était beaucoup plus que moi. Moi, j'étais comme un chien fou, évidemment, avec les yeux brillants, en me disant c'est extraordinaire, Spielberg, ça va être très beau. D'abord, les derniers films de Spielberg sont pas très bons. Ouais. Et c'est ce que Bernard m'a dit, et je suis d'accord avec lui. Il m'a dit, quand même, Joël, les derniers films, regardez, c'est pas terrible. Ouais. Et il revient toujours au cinéma, lui qui est un enfant du cinéma, vraiment. Il a vu tous les films qui sortent maintenant. Quand DiCaprio a l'Oscar, il dit oui, non, alors son film est très mauvais, il rentre dans la boue pendant 3 heures, c'est vraiment affreux. Donc il est au courant de tout, il voit tout, et il avait une vision très claire de ce que devait être le film. Le film devait être un bon film. Et il m'a dit, Joël, il m'a déjà dit ça pendant les 91 propositions avant, à chaque fois qu'il disait non, il me disait, il vaut mieux pas de film qu'un mauvais film. Et il a raison. Hano et vous, vous êtes des conteurs, hein. Vous avez l'art de compter dans le sang, ça vous rapproche forcément. Oui. Et lui a eu une approche très belle, très, très douce avec moi. Peut-être de ses expériences avec des écrivains peut-être un peu plus difficiles que moi. Moi, j'étais très facile. Je dis, vous faites ce que vous voulez, parce qu'il y avait un rapport de confiance très fort. Il est venu en me disant, mais qu'est-ce que toi, tu voudrais faire? J'ai dit, moi, je veux rien faire. J'aimerais voir ce que tu fais. J'aimerais comprendre ce que tu fais. Et donc, j'ai une approche qui est très agréable parce que je le vois en plein travail. Et je veux dire que c'est un bonheur assez particulier de voir des scènes du livre, parce que c'est vraiment très proche de ça, de voir vraiment des pages du livre qui tout d'un coup vivent devant moi. Vous découvrez des choses sur vous-même, sur votre œuvre, là. Mais je crois qu'Anno a mieux compris le livre que moi-même, peut-être parce qu'il le voit avec un peu de distance. J'ai jamais relu ce livre que j'ai écrit quand j'étais jeune, du haut de mes 26 ou 27 ans. Vous en avez Je 32 suis maintenant aujourd'hui. 32, très vieux. Mais c'est vrai que peut-être que lui a vu quelque chose avec un point de vue peut-être un peu plus juste parfois, plus direct aussi. Par exemple, l'ouverture de la série me plaît assez parce qu'elle est beaucoup plus directe. Je reprochais à mon livre, et j'ai jamais réussi à le faire comme je voulais vraiment. J'avais l'impression que mon livre était peut-être parfois un peu trop long dans le démarrage, et lui a fait une ouverture qui est très belle et très forte. Patrick Dempsey pour jouer Harry Kéber. Oui, Alors, il est formidable. qu'est-ce qui colle? Qu'est-ce qui colle au personnage tel que vous Lui- l'imaginiez? Alors lui est un homme charmant. Tout le monde est charmant. Et je dis pas ça parce que je leur fais de la lèche. J'ai été vraiment très étonné de l'ambiance qu'il y a sur le tournage, où chacun est très respectueux du métier de l'autre. Et ça, c'est très important. Et j'ai parlé à plus ou moins tous les corps de métier, costumes, lumière, et les machinistes, et Anno, et les acteurs. Et chacun s'arrête à sa frontière. Anno dirige en disant, voilà ce que j'aimerais. Les acteurs ensuite mettent dedans ce qu'ils ont envie. Et Patrick, par exemple, m'a dit c'est très agréable parce que à Hollywood, en principe, il y a un script. Et s'il y a une virgule qui change par rapport au script, comme vous la dites ou comme vous la prononcez ou comme vous vous placez, on coupe et on la refait. Et là, Anno laisse libre cours et ça donne scène à des fois, et ça donne
vraiment court à des scènes qui sont très belles. Et Dempsey lui-même m'a dit, parfois, si le scénario s'écarte du livre, je le remets dedans parce que je trouve que le livre est très juste. Il y a une énorme curiosité autour de cette production. Est-ce que vous apparaîtrez dans la série ? Peut-être, qui sait. J'apparaîtrai peut-être comme figurant. Ouais. J'ai raté ma chance l'autre jour parce que j'avais un avion à prendre et que voilà, j'aurais pu le faire, mais je ne vous révélerai pas la scène pour que vous soyez obligé de tout voir et dire voilà, je vous interrogerai après. Les 500 minutes. Les 500 minutes. Ouais. On n'en peut plus. Non, mais il y a une excitation pour vous. Oui, mais c'est un projet qui est génial parce que moi qui travaille tout seul et qui écrit des livres, c'est-à-dire que je suis vraiment le seul maître à bord, d'être face à une équipe de 250 personnes où chacun joue un rôle précis très important. Et c'est une chorégraphie qui est vraiment très belle et très agréable à voir, très fastidieuse, mais qui me plaît beaucoup. La suite, ce sera évidemment la suite en termes de parution, la suite de Harry Kéber, mais aussi du livre des Baltimore. Vous écrivez évidemment maintenant. Qu'est-ce que vous écrivez ? Oui, ben j'écris toujours. C'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que tu écris maintenant ? Alors, j'ai toujours écrit et j'écris toujours. C'est difficile de savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, ce qui va être un livre ou ce qui ne le sera peut-être pas. Et c'est la plus grande difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est de toujours me rappeler de dire que ce que j'écris n'a peut-être pas forcément vocation à paraître parce que peut-être que c'est pas assez bon. Et est-ce que ce sera une suite ? Non, je crois pas. En tout cas, là où j'en suis, et je dis je crois pas parce que je vous cache des choses, je ne vous cache rien à vous, mais parce que je suis jamais sûr jusqu'à la fin de si c'est la bonne trame, si les personnages sont justes, si l'histoire est bonne. Et je me laisse toujours la possibilité de tout changer. Pour l'instant, je suis dans une histoire différente parce que j'avais envie de changer. Le moment où vous vous direz, c'est mûr ? Je crois que c'est vraiment au moment du point final, et voire peut-être au moment où De Fallois lit et il approuve. Avant ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ce qui vous est arrivé depuis 2012 est évidemment hors norme, on l'a 100 fois raconté. Aujourd'hui, vous avez vraiment le recul, vous vous dites quoi ? La chance, le talent, le hasard, Fallois, enfin, de tout ça, qu'est-ce qui ressort ? De tout ça, je dirais la chance, un peu de hasard et beaucoup de travail. La chance d'avoir rencontré Fallois, la chance de l'avoir suivi aussi, la chance qu'il ait réussi à me comprendre. Je disais à Anno l'autre jour, je dis mais toi, tu m'as compris. Et je crois que Fallois est le seul à m'avoir compris dans le livre aussi. Il est le seul à avoir compris ce qui était important et ce qui était juste. Il y a une conviction, peut-être une séduction qui s'est exercée sur beaucoup de messieurs. Anno, septuagénaire, Fumaroli, la Comté, très belle critique de votre livre, octogénaire, Fallois nonagénaire. Ça joue un rôle, je veux dire. Il y a des autorités établies qui ont cru en vous. Ils ont bon goût. Ouais. Non, mais je crois que c'est des rencontres. Et je crois que c'est des rencontres avec des gens qui sont libres de donner leur avis. Je vois parfois des problématiques de goût. Est-ce qu'on a le droit d'aimer ? Est-ce qu'on peut aimer un succès ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir du succès quand on écrit ? Est-ce qu'on a le droit d'être écrivain et de faire une pub ou pas ? Moi, je pense que oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très au clair avec ça. Et il y a des gens qui sont établis, qui n'ont rien à prouver aux autres, qui sont très au clair. Et je crois que le contact passe plus simplement avec eux. Fallois dit des choses assez étonnantes sur vous quand il dit, par exemple, il a l'air jeune, mais en réalité, non. L'âge, ce n'est pas une question chez lui. Il a une forme de maturité, peut-être de dureté aussi, ou de regard très cru sur la vie, qui n'a pas d'âge. C'est possible. C'est possible. Je suis peut-être une âme un peu plus vieille. Et d'ailleurs, quand le casting s'est fait pour le personnage de Marcus, au début, j'ai réalisé que Marcus, tel que je l'imaginais dans mon livre, était un peu plus âgé que ce qu'il était vraiment, peut-être parce qu'il avait une pensée plus proche de la mienne. Mais le personnage joué par Ben lui correspond physiquement et dans le ton est très très juste. L'univers d'Iker, avec des phénomènes comme l'envie, comme la contrainte sociale, etc., on est loin des illusions, c'est pas l'univers des idéalistes béats, il y a quelque chose de très brutal aussi. Mais on vit dans un monde qui est très brutal et très très dur. Je crois que c'est pas mon univers à moi, je crois que c'est l'univers des gens de ma génération. On est face à un monde d'images extrêmement violentes, trop désagréables, on doit tout montrer. On doit tout filmer, même soi-même, ce réflexe dans les attentats aujourd'hui de sortir le téléphone portable pour filmer. On se dit, mais les gens ont perdu la tête. Mais je crois qu'il y a besoin... Aujourd'hui, il y a une existence qui ne peut passer que par l'image. Ça vous fera beaucoup. Je me rappelle dans ce que vous dites, le selfie, le fait d'être sur les réseaux sociaux, cette obsession de l'image, elle vous obsède.
elle me frappe parce que ça veut dire qu'on n'existe pas intrinsèquement. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui se passe pour nous-mêmes, tous les moments de bonheur qu'on a pu avoir ou les moments de malheur n'existent pas vraiment jusqu'à ce qu'on puisse les partager avec des gens. Et je trouve que c'est très dangereux, ça biaise le rapport à soi et je crois que ça biaise le rapport à la réalité aussi. Vous cachez un peu, vous êtes très poli, très abordable, etc. Mais on sent que vous mettez certaines limites. C'est important pour vous? C'est important. Sur ma vie privée aussi, on ouais. en parlait avant, je protège ça d'abord parce que je pense que c'est pas très intéressant. Et je pense que je suis pas une vedette. Je pense que les vraies vedettes, les stars de cinéma, en Suisse, qu'est-ce qu'on a comme vedette? Federer est une vedette, à mon avis. Les gens s'intéressent vraiment à sa vie. L'Express vous comparez. Il disait, voilà, les produits d'exportation suisse connus dans le monde entier, il y en a de votre génération, Federer et vous. Oui, il y en a sûrement d'autres. Ah oui, mais... qui ça? Non, mais bien sûr, il y en a non. d'autres, il y a dans les arts, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde la force de frappe des tirages, etc., c'est pas si courant que ça. Mais il y a deux personnages, hein. Celui qui écrit et Joël Dicker, c'est pas le même. Non, c'est ce que Fallois dit souvent. Ouais. Et quand il me téléphone, parce qu'il a des questions, il me parlait de ça l'autre jour, pour des questions de contrat et des choses comme ça, je disais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'écris. Il me dit, non, mais comprenez-moi, il y a deux Joël. Il y a celui qui écrit, que je dérange et je regrette. Et il y a Joël qui doit aussi être là, gérer ses affaires, etc. Et c'est vrai qu'il y a une division entre les deux. Vous êtes resté au vouvoiement, donc, avec oui, votre éditeur? Absolument. Ah, pourquoi? Je suis resté au vouvoiement avec toute l'équipe. Ah oui. Ça, c'est votre côté, alors justement, assez convenu, quoi. Non, je ne crois pas que le vouvoiement soit une barrière. Je crois au contraire que le vouvoiement permet plus de choses. Je crois que le vouvoiement permet, dans ma relation avec Bernard, de lui montrer toute l'estime que j'ai pour lui. Lui-même vouvoie la plupart de ses très proches amis. Je ne suis pas quelqu'un qui met une distance par le vous. Je crois que, le rapprochement se fait par mes gestes, par mon visage, je touche beaucoup, je suis quelqu'un de très tactile, donc je peux dire vous et avoir comme ça une attitude très proche. Alors, vous avez changé l'image de l'écrivain suisse. On va avoir une archive, elle date de 68 sur notre antenne. C'était pas moi alors. C'est Jacques Chessé. Et voilà, ça dit beaucoup sur l'époque, sur l'image qu'on se faisait des écrivains. Et aujourd'hui, petit souvenir. Ils me disent tous, arrête de boire. Je commence à connaître le refrain. Quand je touche mes sous, au café. C'est toujours plus drôle que l'asile. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le patron me fait crédit, et puis je fais durer mon verre. D'accord, je suis sous à l'heure du souper. Je bouffe plus. Quelle importance. De toute façon, je vais claquer. Allez, 3 décis. 3 décis de long. Ça descend. Ça passe bien mieux que la soupe aux raves, que la binette du directeur et la combine de la prière avant l'assiette. 3 décis. Encore 3 décis. J'ai le pied dans la tombe, mais le cœur léger comme une hirondelle. Je suis écrivain et je suis professeur. Est-ce que vous souhaiteriez pouvoir vivre de votre plume exclusivement et ne plus être professeur? Écoutez, oui, c'est un rêve qui est extrêmement intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'il soit réalisable. Et je pense qu'il y aurait de grands dangers pour un écrivain suisse roman, un écrivain vaudois comme moi, à ne vivre que de sa plume. Pourquoi? Je me suis aperçu que l'écrivain qui vit de sa plume exclusivement est quelqu'un qui ne peut pas écrire suffisamment de bonnes œuvres littéraires pour que leur qualité s'impose au premier chef. Voilà, ça aura 50 ans. Réflexion en voyant ça. Ce qu'il dit à la fin est très juste sur la question, et j'en parlais avant, la question de se dire, mais une fois qu'on est écrivain à plein temps, c'est-à-dire qu'on a tout le temps qu'il faut pour écrire ou tout le temps qu'on veut, quelle est la mesure? Quand est-ce qu'on peut dire ça, il ne faut pas le publier, ça, il faut attendre, ça, c'est pas bon, et c'est très difficile, c'est vrai. Il a une représentation de l'écrivain qui date, mais qui est belle, mais ça a beaucoup changé. La vision de l'écrivain suisse roman, avec l'accent, alors, indépendamment du côté anecdotique, etc., mais quand même, voilà, c'est la mondialisation. La Suisse a changé aussi. Le monde a changé, la Suisse avec. On est dans un monde qui est aujourd'hui beaucoup plus imagé, on en parlait avant, et je crois qu'on est dans un monde où il y a une série de divertissements beaucoup plus large qu'avant. Et je crois quand même qu'il est du devoir des écrivains d'aller chercher les gens et leur dire « lisez, c'est important ». Et c'est pour ça que, je le redis ici, faire des pubs, être sur les réseaux sociaux, aller sur Internet, venir à la télévision, c'est important parce que si vous pouvez, par ce biais-là, aller voir des gens qui ne lisent pas et les intéresser un peu,
vous avez gagné là. Ouais. Tenir les gens pendant 670 pages, Oui. ça, c'est une grande fierté pour vous. Hein. Ben, c'est un grand bonheur, une fierté, je ne sais pas, parce que j'y croyais pas quand le livre est paru. Et c'est Bernard qui y croyait vraiment dans ce trimestre. Moi, je disais, mais qui va lire ce livre et je suis très heureux parce que ça m'a conforté dans les plaisirs que j'ai connus moi, de lire des gros livres et d'avoir un plaisir immense. Et on ne veut pas s'arrêter et on aimerait que ça dure encore et encore. Et de me rendre compte que ce plaisir, il existe. On est dans un monde où les gens ont envie de lire, où les gens aiment lire, et il faut arriver à les garder dans ce plaisir-là, c'est très important. On a souvent rappelé que vous avez eu des échecs avant d'avoir l'énorme succès. On a moins rappelé que la vocation, elle vient de très loin. Moi, je me rappelle des souvenirs de vous où vous dites, voilà, tout petit enfant, je crois que vous agrafez des pages ensemble, même avant de savoir écrire, hein, en disant, voilà, je fais un livre. Oui, c'est ça. Et ça a toujours été là. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est quelque chose qui est très évident. Et c'est pour ça que quand on me dit, est-ce que tu écris maintenant? J'écris toujours, j'ai toujours écrit. Il y a toujours un processus qui est en marche. Et c'est quelque chose qui a toujours été tellement clair pour moi. Alors, je peux aujourd'hui en vivre et je suis très heureux de ça. Mais si ça n'avait pas été le cas, je sais que j'aurais toujours écrit. Il y a une scène très belle, hein, je crois que c'est votre grand-père qui vous passe un bouquin qu'il a lu et relu, c'est du Korczak, immense pédagogue polonais. Absolument. Et ça, c'était un des premiers livres? C'est un des premiers livres, et en plus, qui était mon livre, il m'avait mis un petit mot dedans. Et c'est un livre que j'ai encore et que je feuillette parfois, un livre qui s'appelle La gloire. Et c'est une très belle histoire. Et je suis très attaché aux valeurs de ce pédagogue, qui est un pédagogue qui avait, dans les années 40, déjà l'idée qu'on a perdue aujourd'hui, mais de dire que les enfants doivent se responsabiliser, que les enfants sont capables de se responsabiliser et de se prendre en main eux-mêmes par rapport à leurs actions, à leurs choix, à leurs actes. Et on est dans un monde qui dévie un peu de ça, où les enfants aujourd'hui sont devant des écrans et sont plutôt des enfants rois. Il y a des comparaisons très flatteuses parmi ceux qui... Je citais ces grands noms, hein, Fallois bien sûr, Fumaroli, qui vous font des comparaisons avec Proust, avec Simenon. Ils n'ont pas lu, c'est pour ça. Oui, Fallois a dit « J'ai autant de plaisir à lire du Dicker que du Proust, du Simenon. » Oui, mais je crois que c'est la vraie littérature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se demande, et ça c'est à cause de Sartre et le nouveau roman, on se dit, mais qu'est-ce qu'un roman? On ne doit pas aimer, on ne doit pas rire, on ne doit pas pleurer. Il ne doit pas y avoir d'histoire. Il ne doit pas y avoir d'histoire, on doit s'ennuyer vraiment. Pas du tout. Le vrai roman, c'est le roman de Balzac ou de Maupassant ou Dumas, qui écrivait pas très bien, mais le conte de Monte Cristo, c'est tellement extraordinaire. Et c'est ça le vrai roman, c'est les feuilletons. C'est ce que vous voulez voir et lire et voir encore. Je vous ai fait un hyper classique, le questionnaire de Proust. Combien de fois vous y avez répondu? Pas beaucoup. C'est vrai? Ouais. Donc les réponses ne sont pas convenues à l'avance? Je crois pas. Alors, ma vertu préférée, qu'est-ce que vous dites? Ma vertu préférée, ma ponctualité. Ouais. La qualité que vous préférez chez un homme? Oulala. Chez un homme ou chez une femme? Il faisait la différence, c'est Proust, en homme-femme. tout cas. Mais lui, il disait des charmes féminins, mais évidemment, c'était pour d'autres raisons. Chez un homme, la qualité que je préfère, c'est la fidélité. Ouais. Et chez une femme? L'intelligence. Pas la fidélité. Ah non, les femmes sont plus libres. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La fidélité aussi. Ouais. Votre occupation préférée? La lecture. Ouais. La couleur que vous préférez? Le bleu. L'oiseau que vous préférez? Ah, il y en a beaucoup. L'aigle royal. Vos auteurs favoris en prose? Albert Cohen, quand même, Romain Gary. C'est difficile de faire un trio de tête, mais j'en mettrais deux, comme ça ils ne sont pas trop jaloux. Ce que vous détestez par-dessus tout? La lâcheté. Proust disait ce qu'il y a de mal en moi. Le don de la nature que vous aimeriez avoir? Voler. Ouais. Et puis comment les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? Oh, les fautes liées à la personnalité, à ce que sont les gens au fond et à tout ce qui est leur histoire personnelle, leur détresse, leurs angoisses, parce qu'ils fautent parce qu'ils sont, et ça c'est assez beau. Vous dites beaucoup la fidélité, ça me frappait en début, ça compte beaucoup pour vous? Beaucoup. Pourquoi? Parce que la fidélité, c'est ce qui est au-dessus de tout, je crois. On peut se tromper, on peut se fâcher, on peut tout faire, mais je crois que quand on est fidèle, alors quand c'est essentiel d'être là, ou quand c'est essentiel d'être présent pour l'autre, ou quand on a besoin de l'autre, il est toujours là. Et je crois que c'est la qualité la plus importante. On vous sent assez circonspect, peut-être méfiant dans la vie, c'est vrai? Oui, méfiant, je ne sais pas, circonspect plus. Je suis toujours... J'attends toujours un peu, voir pour croire. Et là, vous croyez? Là, j'y crois, mais j'ai mis beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai parlé de la série qu'au moment où elle était faite, parce que
Je me dis toujours, on voit aux Oscars, même quand c'est pas le bon, et le nom de l'Oscar, et je me dis toujours, mais le pauvre type qui s'est levé, c'était pas lui, ça doit être absolument affreux. Et j'ai souvent cette angoisse-là. Je disais d'ailleurs à ceux qui étaient au courant de tout ça, je disais, mais j'y croirais vraiment quand je serai sur le tournage et qu'il y aura le clap. Alors rendez-vous à la diffusion, Harry Kéber à l'écran, sans doute à l'automne. J'espère à l'automne prochain. Voilà. Ça va être très beau. Le prochain livre de Joël Dicker. J'espère dans pas trop longtemps. Merci Joël Dicker. Merci Darius, merci beaucoup. Pardonnez-moi avec le Matin Dimanche.